Salut, c'est Tanguy de la boîte à bac. Aujourd'hui, je vais te parler d'une œuvre majeure de la littérature d'idées au XVIIe siècle, Les Caractères de la Bruyère, publié en 1688. J'aurais bien aimé t'accueillir devant le Grand Canal à Versailles, mais on n'a pas d'argent. J'aurais bien aimé t'accueillir devant le château de Saint-Germain-en-Laye, mais ils ont annulé au dernier moment. Donc au final, on fait cette vidéo dans le parc de Vincennes comme d'habitude, mais imagine qu'on est à Versailles. Élie, montage. Versailles est l'une des plus belles œuvres que nous conservons du grand siècle, le siècle de Louis XIV. C'est dans ce château que la Bruyère a passé une grande partie de sa vie, à la cour. Une présence dans le sérail qui lui a permis de réaliser une observation fine des mœurs de ses contemporains. Dans les caractères, il propose de peindre les hommes de son temps. Il évoque majoritairement des hommes qu'il fréquente, des nobles, que ce soit la haute noblesse de la cour ou la petite noblesse des villes, mais aussi des bourgeois enrichis des villes. Il lui arrive de mentionner le peuple, mais de façon plus ponctuelle. Il veut peindre les hommes d'après nature, c'est-à-dire de la façon la plus authentique possible. Son but est d'instruire les hommes, de leur donner des règles de bonne conduite, mais de façon détournée. Et pour cela, il les tourne en ridicule, il s'en moque, afin de les pousser à adopter une meilleure conduite. Les caractères sont l'œuvre d'une vie. La Bruyère publie d'abord son ouvrage anonymement en 1688, à l'issue d'un travail d'observation et d'écriture de près de 18 ans. Cela peut nous faire penser à Saint-Simon, qui lui aussi nous offre un témoignage précieux des mœurs du grand siècle à la fin de sa vie, après avoir recueilli ses observations pendant des décennies. Entre 1688 et 1696, la Bruyère enrichit son œuvre. On compte en tout 9 parutions. L'œuvre connaît immédiatement un grand succès, en France et à l'étranger. Ce qui plaît particulièrement à l'époque, c'est que les caractères peuvent être interprétés comme une œuvre à clé, c'est-à-dire une œuvre dans laquelle on pourrait reconnaître certains des contemporains de l'auteur dans certains personnages. Cela correspond tout à fait à l'esprit de moquerie et de joute verbale qui domine alors à la cour. Chacun cherche à deviner qui se cache derrière les personnages. Mais alors, la Bruyère serait-il un peu complice de ce qu'il dénonce? Je te laisse juger. En tout cas, lui a toujours rejeté cette interprétation, affirmant que chacun des personnages est inspiré de plusieurs personnes. Il cite Erasme dans son épigraphe, c'est-à-dire sa courte citation en début de livre. « J'ai voulu mettre en garde et non mordre, être utile et non blesser, améliorer les mœurs des hommes et non leur nuire. » Afin d'étudier cette œuvre et de fournir de nombreuses connaissances pour le bac, tes dissertations ou tout simplement ta culture personnelle, nous allons commencer par présenter le contexte historique et littéraire, puis découvrir l'auteur, faire un résumé de l'œuvre, avant de l'étudier dans le cadre du parcours La comédie sociale. Dans la prochaine vidéo, je répondrai à 6 questions que l'on pourrait te poser sur cette œuvre lors d'un oral ou dans une dissertation. Je te rappelle par ailleurs que nous avons sorti un coffret de révision, le Kit Bac de français, qui te permet de réviser de façon ludique avec 550 questions-réponses et 26 vidéos de méthodologie qui te permettent de tout savoir sur la dissertation, le commentaire et l'oral de français. Plus d'informations sur notre site, laboîteabac.fr. Allez, on se lance. La Bruyère a été un témoin privilégié du règne de Louis XIV. Louis XIV, le roi Soleil si tu préfères, naît en 1638 et règne sur le royaume de France de 1661 à 1715 quand il meurt. C'est un peu difficile de régner quand tu es mort. Le château de Versailles que tu peux voir ici est peut-être ce qui le représente le mieux. Tout d'abord, le luxe et la féerie du château et des jardins incarnent son goût pour le faste et la fête. Rien n'est trop beau pour le roi Soleil. Mais surtout, quand on s'y intéresse de plus près, on comprend que Versailles fut avant tout un outil de renforcement du pouvoir du roi. En 1648 éclate la Fronde. Le jeune Louis n'a alors que 10 ans et la régence est assurée par sa mère, Anne d'Autriche, et par le cardinal Mazarin.
Certains seigneurs tentent alors de profiter de la fragilité de la situation et tentent de renverser le pouvoir. Les historiens s'accordent pour dire que cet épisode a beaucoup marqué Louis XIV. Plus jamais il ne laissera une telle situation se reproduire. Et pour cela, il est bien décidé à mettre la noblesse au pas. C'est ainsi qu'il fait construire un magnifique château à Versailles dans lequel il loge une très grande cour. Ainsi, il peut surveiller tout ce petit monde. C'est lui-même qui rythme leur emploi du temps en instaurant un cérémonial très précis où la vie quotidienne du roi est un spectacle de tous les instants. Mais les places à la cour sont chères. Les nobles se battent pour y être admis, pour y rester, pour gravir les échelons et se rapprocher du roi. Cela fait prospérer un esprit de pédantisme, de manigance et de rivalité que La Bruyère réprouve fortement. On retrouve cela dans les chapitres 5 de la société et de la conversation, 8 de la cour et 9 des grands. Dans le même temps, la bourgeoisie des villes, dans une époque de prospérité commerciale, s'élève à son tour et commence à prendre de la place à la cour, ce qui n'est pas du tout du goût de La Bruyère, alors que lui-même vient de ce milieu. La Bruyère va condamner ce qu'il appelle les parvenus, ceux qui se croient tout permis en raison de leur fortune. Tu connais ça, hein? Ce thème est particulièrement développé dans le chapitre 6 des biens de fortune et dans le chapitre 7 de la ville. On pense par exemple au personnage de Giton dans le livre 6, paragraphe 83. Pourquoi les critiquer autant? Probablement pour s'en distinguer et se rapprocher ainsi un peu plus de la noblesse. C'est un phénomène social assez classique. Le grand siècle est aussi une période où l'on guerroie beaucoup. Parmi les plus importantes, on peut mentionner la guerre franco-espagnole, 1635-1659, la guerre de Hollande, 1672 à 1678, la guerre de la Ligue d'Augsbourg, 1688-1697, et enfin la guerre de succession d'Espagne de 1701 à 1714. Pour La Bruyère, le monarque ne doit pas se laisser emporter par ses passions belliqueuses. Il doit ne pas provoquer ou rejoindre des guerres pour satisfaire son désir de grandeur, mais uniquement si cela sert les intérêts du peuple. Ce thème est particulièrement développé dans le chapitre 10 du souverain ou de la République. Il vient en cela dans le prolongement des réflexions de Jean Bodin, le grand théoricien de la monarchie absolue. Selon Jean Bodin, le roi doit avoir tous les pouvoirs, mais ce pouvoir doit être exercé pour le bien du peuple et au nom du royaume. Louis XIV aurait d'ailleurs dit « L'État, c'est moi ». Une façon d'affirmer son autorité absolue, mais aussi une façon de rappeler que ses intérêts personnels doivent être secondaires, les intérêts de l'État priment. La République, c'est moi! Apparemment, le roi Soleil en a inspiré d'autres. À présent, je laisse la parole à Juliette, professeure de français, qui collabore avec la boîte à bac. Juliette, que peux-tu nous dire sur le contexte littéraire dans lequel s'inscrivent les caractères? Les caractères de La Bruyère appartiennent au mouvement classique. Est-ce que tu peux nous dire plus sur le classicisme? Oui, bien sûr. Le classicisme, c'est un mouvement intellectuel et artistique qui s'épanouit dans la seconde moitié du XVIIe siècle et donc qui succède à l'âge baroque. Là où le baroque cherche à représenter l'instabilité du monde, à mettre en scène des jeux de métamorphose ou d'illusion, le classicisme, lui, veut surtout montrer l'ordre, l'unité, le naturel et la clarté. Par ailleurs, les auteurs classiques, et particulièrement La Bruyère, mettent en avant la figure de l'honnête homme. L'honnête homme, qu'est-ce que c'est? Pour être un honnête homme, il faut réunir un grand nombre de qualités. Déjà, il faut être un homme du monde, c'est-à-dire fréquenter la cour et les salons. Et il faut briller dans l'art de la conversation. Il faut être savant, cultivé, mais rester humble et naturel. En amitié, il faut être honnête, généreux, cultiver l'amitié parfaite en somme. Enfin, il faut être mesuré, équilibré, faire usage de sa raison en toutes circonstances. L'honnête homme est également conscient des limites de sa condition mortelle. Il ne cherche donc pas à la fuir dans toutes sortes de divertissements. Si tu veux en savoir plus sur ce dernier point, je t'invite à faire quelques recherches sur la notion de divertissement pascalien. Tu verras que la philosophie et la littérature se rejoignent bien souvent. Merci Juliette. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus également sur les sources d'inspiration du classicisme?
Si je me rappelle bien, l'Antiquité est de mise. Oui, les auteurs classiques s'inspirent beaucoup des œuvres de l'Antiquité grecque et latine, qu'ils considèrent comme le modèle esthétique indétrônable. On retrouve donc chez les classiques beaucoup de réécritures d'œuvres antiques. Par exemple, la Phèdre de Racine est une réécriture des versions de Sénèque et d'Euripide. Les fables de La Fontaine s'inspirent du travail d'Ésope. Et les caractères de la Bruyère sont présentés comme une réécriture des caractères de Théophraste. Par ailleurs, les auteurs classiques sont également influencés par le jansénisme, un courant théologique marquant dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Le jansénisme influence la littérature sur la question des passions humaines, faisant le postulat d'une prédestination du salut de l'homme. Pour les écrivains influencés par le jansénisme, les passions ne peuvent que s'opposer à la vertu et ne peuvent conduire qu'au malheur. On pense à Phèdre ou encore à la princesse de Clèves, également au programme cette année. Si tu veux aller un peu plus loin sur le jansénisme, voici les 3 passions dont il faut à tout prix se soustraire. D'une part, la quête de pouvoir et de domination. D'autre part, les plaisirs des sens, que ce soit aimer les grands repas ou encore l'acte sexuel. Enfin, la soif démesurée de savoir. En gros, une trop forte curiosité. Bon, je ne suis pas en train de te dire que la Bruyère est janséniste. Il ne l'est pas. Mais on en trouve des inspirations dans son œuvre. Je t'ai volé la parole. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le style classique ? Oui, les auteurs classiques cherchent avant tout le naturel, la sobriété et l'harmonie. On pense au vers célèbre de Boileau, un grand auteur classique. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Et voici ce que la Bruyère dit au pédant Assis. Ne songez point à avoir de l'esprit, n'en ayez point. Ayez, si vous pouvez, un langage simple, et tel que l'on ceux en qui vous ne trouvez aucun esprit. Peut-être croira-t-on que vous en avez. La Bruyère serait donc d'accord avec Boileau, lui qui se moque allègrement des hommes pédants et précieux, qui s'expriment dans un langage ampoulé, bien souvent incompréhensible. Merci Juliette pour cette explication. Juliette donne des cours particuliers de français et si tu as besoin d'un petit coup de pouce la veille du bac de français ou bien un petit peu avant, n'hésite pas à la contacter. Tu trouveras toutes les informations en description de cette vidéo. À présent, intéressons-nous à l'homme derrière les caractères. J'ai nommé la Bruyère. Jean de la Bruyère naît en 1645 dans une famille de la bourgeoisie de Rome, c'est-à-dire des procureurs, des avocats, tout ça. Sa famille est convenablement aisée, sans être très fortunée. La Bruyère est un élève brillant et très studieux. C'est un homme très cultivé. Comme tous les hommes d'esprit de son temps, il maîtrise la littérature classique, c'est-à-dire le grec et le latin. Conformément à la tradition familiale, il va entamer des études de droit et poursuivre une carrière d'avocat. Mais un peu comme moi quand j'ai suivi le barreau, il se rend vite compte que ce n'est pas fait pour lui. Il va également acheter une charge de trésorier à Caen, mais là aussi, ce n'est pas pour lui. Lui, il ira à la cour. En 1684, sa vie prend un virage décisif. Grâce au soutien de Bossuet, un autre auteur classique, il obtient un poste de précepteur, c'est-à-dire de professeur, au sein de la famille du Grand Condé, une famille noble, très puissante, proche du roi. Grâce à cela, il s'intègre à la cour de Versailles et fréquente les grands du royaume, ce qui lui fournira une matière précieuse pour son œuvre. La Bruyère est d'abord précepteur du duc de Bourbon, le petit-fils du Grand Condé. C'est un élève assez difficile qui lui a sûrement donné beaucoup de migraines. Une fois son éducation terminée, la Bruyère reste au service du duc de Bourbon, devenu duc d'Enghien. Il est nommé gentilhomme ordinaire au service de Monsieur le Duc, en charge de la bibliothèque de celui-ci. Le duc a très mauvais caractère et Saint-Simon dans ses mémoires parle même de sa férocité. Il semblerait que la Bruyère ait beaucoup souffert d'être traité comme un vulgaire domestique, bien que son esprit lui ait permis de mieux se défendre que beaucoup d'autres. Et ça lui a peut-être inspiré une partie de son œuvre. Dans le chapitre 9 des Grands, la Bruyère reproche à la noblesse son manque d'humilité, de générosité et de justice. La Bruyère est resté célibataire toute sa vie. Dans le chapitre 3 des femmes, il semble préférer l'amitié à l'amour. Moi, je ne le comprends pas. Il aurait pu s'approprier cette célèbre phrase de Madame de Lafayette
Je suis si persuadé que l'amour est une chose incommode que j'ai de la joie que mes amis et moi en soyons exempts. Mis à part cela, on connaît assez peu de choses de la vie de La Bruyère. C'est un homme finalement assez discret et mystérieux. De sa vie privée, il ne nous reste que quelques lettres. Les historiens ne sont même pas sûrs de l'authenticité des portraits que l'on a de lui. La Bruyère est avant tout l'homme d'une œuvre unique. Une œuvre qui représente 17 années d'écriture intense et d'observations attentives. Dans les livres 5 à 10 qui sont au programme du bac de français cette année, La Bruyère livre une interprétation de comment bien se comporter dans la vie publique. Il réprouve les esprits pédants, la cupidité, l'hypocrisie, les faux semblants et les intrigues de la cour. Il prône la simplicité, le naturel, l'humilité, la sincérité, la générosité et la justice. Pour lui, les grands et le souverain doivent cultiver ces qualités pour être dignes de leur rang. Tu as sûrement commencé par le chapitre 5 de la société et de la conversation, l'un des plus connus. Quel est le message principal de La Bruyère ici? En substance, qu'il faut faire un meilleur usage de la parole. Pour lui, le beau langage et la conversation plaisante de l'honnête homme sont mis à mal par un excès de raffinement qui tourne à la préciosité. C'est également d'ailleurs un thème des Précieuses ridicules de Molière. D'ailleurs, pour la petite histoire, La Bruyère était l'un de ses plus grands admirateurs. Il considère également que la parole est dévoyée lorsqu'elle sert à une domination sociale plutôt qu'à simplement discuter et échanger. Regardez notre grand-père. Y a-t-il pas une ressemblance? Notre grand-père? Le sien est sans doute entre les jambes du vôtre. Mais répondez, monsieur. La charge d'assesseur de l'Académie ne saurait échoir à un homme de peu d'esprit. Parmi les passages les plus connus de ce chapitre, le paragraphe 7 met en scène Assis, qui se donne de faux airs d'intelligence en employant un langage excessivement empoulé. La Bruyère se moque allègrement de lui en le confrontant à son vide intellectuel. En bon moraliste, il l'invite ensuite à se corriger, s'améliorer, en adoptant un langage naturel, clair et humble. Tiens, au passage, tu pourras en trouver une explication linéaire sur notre site. J'attire également ton attention sur le paragraphe 12, qui présente le personnage de Théodecte, dont la parole incommode tout le monde tant l'homme est bruyant et prend de la place. Théodecte veut à tout prix et en tout point se faire remarquer. Cela va à l'encontre des valeurs du moraliste qui le couvre de ridicule. Passons au chapitre 6 des biens de fortune. En lisant ce chapitre, on a vraiment l'impression que l'argent fait tourner la tête à ceux qui en ont trop. On verra quand j'en aurai. On peut noter deux sous-thèmes centraux. Premièrement, l'auteur se moque des parvenus. Un parvenu, c'est une personne qui s'est récemment enrichie et qui s'attend à être tenue en haute estime par tous pour cette richesse. Salut à toi, jeune entrepreneur. C'est bien mal connaître La Bruyère. Il préfère ceux qui cherchent à se rapprocher des valeurs de l'honnête homme dont nous avons parlé précédemment. La richesse matérielle ne suffit pas à rendre grand. Ainsi, dans le paragraphe 83, il oppose les personnages de Giton, le parvenu qui se croit tout permis, et de Phédon, un honnête homme injustement rejeté de la vie sociale par manque d'argent. Outre cela, La Bruyère met en lumière la vacuité de la course à l'argent. Passer sa vie affairée, courir du matin au soir tous les jours dans le but de s'enrichir, c'est, pour lui, passer à côté de sa vie. Bien souvent, quand l'homme d'affaires a accumulé toute la fortune qu'il souhaitait, tant de temps a passé qu'il est déjà au bord de sa tombe. Pour La Bruyère, passer son temps à courir après la fortune est finalement une façon vaine de nier le temps qui passe. Les deux chapitres suivants, de la ville et de la cour, fonctionnent en miroir. Tous deux constituent une critique de la société du paraître et de la dissimulation,
où l'on intrigue et manigance en permanence les uns contre les autres, quand on n'est pas occupé à flatter servilement. L'homme est un loup pour l'homme, disait Hobbes. La meute est particulièrement féroce à l'époque de la bruyère. La cour semble un milieu encore plus hostile, si ce n'est cruel. En même temps, on se bat pour se rapprocher le plus possible du roi. La bruyère présente la vie de courtisan comme une situation peu enviable. Le courtisan n'est jamais en repos et jamais libre. Qui est plus esclave qu'un courtisan assidu, si ce n'est un courtisan plus assidu? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Passons au chapitre 9, des grands. Qu'est-ce qu'un grand pour la bruyère? Dans son esprit, et contrairement à ce que dira plus tard Figaro, il ne suffit pas de se donner la peine de naître. En revanche, pour lui, la société d'ordre est légitime. Les aristocrates sont appelés à diriger le royaume car ils ont quelque chose de supérieur dans leur sang. Mais pour que cette supériorité puisse s'exprimer, ils doivent cultiver leurs valeurs morales. En d'autres termes, il faut se montrer à la hauteur de ses privilèges de naissance. Dans le dernier chapitre au programme, la bruyère évoque le souverain, sujet sensible quand on vit à la cour. Il parvient, dans le même temps, à critiquer les excès du pouvoir et à créer une sorte de guide du bon dirigeant. Le bon roi doit être humble, généreux, penser au bien commun, mesuré et équilibré. Il doit se conduire avec son peuple comme un berger avec ses brebis. En revanche, il ne doit pas gouverner en tyran et guerroyer pour sa gloire sans se soucier du peuple. Bon, c'est assez élémentaire, mais c'était quand même bien de le dire. Je t'invite à regarder tout particulièrement les paragraphes 2 et 24 qui résument bien tous ces thèmes. Maintenant, tu connais le contexte, la vie de l'auteur et les grandes lignes de cette œuvre. Il nous reste un point à élucider. Quelle est sa relation au parcours, la comédie sociale? C'est parti. Comme la vidéo est longue et que la prochaine vidéo va pas mal approfondir certains de ces points, je te donne juste les grandes lignes. Les caractères est une comédie par sa dimension satirique, le goût du bon mot de l'auteur, ses effets de chute en fin de texte, sa capacité à donner un tour léger à des propos sérieux. Cette comédie prend un tour social pour deux raisons. D'une part par son contexte, d'autre part par sa vocation. Par son contexte, l'auteur se joue de la cour, regarde la cour, observe le comportement des courtisans afin d'en faire une comédie. Il se moque d'un modèle social, mais permet également aux membres de cette société de s'observer et se reconnaître. J'emploie autant le champ lexical du regard, car il illustre à merveille ce milieu, celui de la cour, dans lequel tout le monde s'observe. Un autre auteur, Montesquieu, dans les Lettres persanes en 1721, se moque également du culte de l'apparence à Paris et à la cour, dans la lettre 30 que je t'invite à lire. Tourner en ridicule son milieu est un ressort classique de comédie, et tu connais forcément des œuvres qui le font. Si par hasard tu n'en connais pas, je vais t'en donner quelques-unes. Tu peux par exemple jeter un coup d'œil à L'amour dure 3 ans de Frédéric Becbédé, dans lequel l'auteur se moque du milieu mondain parisien de nos jours. L'amour dure 3 ans, j'adore, le titre est bien con. Je suis pas sûre que la forme soit vraiment votre priorité, hein, mais bon, c'est ça qui est vivant. C'est un chouï prétentieux, il faut muscler un peu le deuxième tiers, mais je veux le publier pour la rentrée. Et oui, c'est toujours bien pour nous d'avoir des premiers romans parce que on a des quotas à remplir. Tu peux également t'acheter Comment faire l'amour à un nègre sans se fatiguer de Dany Laferrière, dans lequel l'auteur se moque du racisme ordinaire au Québec qu'il ressent particulièrement en tant qu'immigré haïtien. Je t'invite aussi à regarder le film Ridicule de Patrice Lecomte. L'intrigue se déroule au XVIIIe siècle, mais il semble que la comédie sociale soit restée la même qu'à l'époque de la bruyère. Enfin, c'est une comédie sociale par sa vocation, celle de plaire et instruire. Placere et docere. La bruyère est un moraliste et il veut que l'homme s'améliore pour que la vie en société soit plus agréable. Ça y est, cette vidéo est finie et j'espère qu'on t'a bien aidé.
sache qu'il y a une deuxième vidéo qui va sortir, ou peut-être qui est déjà sortie au moment où tu regardes celle-ci, dans laquelle on va développer 6 grandes questions qui te permettront d'assurer durant ton oral ou encore d'avoir des informations pour une dissertation. Je tiens tout particulièrement à remercier Juliette. Juliette, c'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo avec toi. Plaisir partagé. Et sache d'ailleurs que c'est Juliette qui a écrit la majorité de celle-ci. Moi, j'étais un peu paresseux sur ce coup-ci. Par ailleurs, nous sommes quasiment à 10 000 abonnés. Aide-nous à monter à ces 10 000. Si tu vois cette vidéo après 10 000, aide-nous à monter à 50 000, 100 000, 1 million. Bref, aide-nous à monter en t'abonnant, en partageant, en likant, en discutant partout. Parce que finalement, c'est comme ça qu'on pourra continuer à t'aider tout au long de l'année.